Mais que constate-t-on? On constate que, deuxième trimestre 2014, l'Allemagne, la France, l'Italie sont en récession. C'est-à-dire qu'en définitive, ce qu'on appelle le produit national, le produit intérieur, donc l'ensemble des revenus pour une année déterminée, et bien que ce produit intérieur vient de baisser en termes réels, donc abstraction en fait de la hausse des prix, mais qui est de toute façon très faible, vient de baisser dans ces trois pays qui sont les trois économies les plus importantes de la zone euro. 1, l'Allemagne, 2, la France, 3, l'Italie, la quatrième étant l'Espagne. Et donc, curieusement, on nous annonçait qu'on était sorti de la récession de 2012, apparemment ce n'est pas le cas. Et pour l'ensemble de la zone euro, l'Euroland, si vous voulez, bon, ben, c'est quasiment 0% de croissance, si on peut dire. Et chose plus surprenante, bon, la hausse des prix a été de 0,4% au dernier trimestre, pour l'ensemble de la zone euro. Bon, 0,4%, sachant que le mandat, entre guillemets, de la Banque Centrale Européenne est de réaliser les 2%, ça veut dire que c'est beaucoup plus bas que ce à quoi on s'attendait. On était encore à 3,5% en 2011. Et donc, on est confronté, plus personne ne s'en cache, à un phénomène de baisse des prix. Du niveau général des prix. Ça, c'est important parce que c'est une situation qu'on a rarement connue, en tout cas de manière durable. Bon, l'exemple qu'on cite toujours, c'est celui de la Grande Dépression des années 30 du siècle précédent, où de fait, on a assisté à ce genre de choses. Pendant un certain nombre d'années, les prix baissaient. Et pour ce qui concerne cette période des années 30, on est sorti comment? Ben, par la guerre, tout simplement. Parce qu'on n'avait pas fondamentalement résolu le problème, et la guerre, évidemment, entraînait une série de destructions, aussi quand les hommes vont au front, les femmes vont au travail, féminisation de la population active, etc., etc. Puis la suite, vous la connaissez, l'après-guerre, la guerre froide, les 30 glorieuses, etc., etc. Bon, mais, de fait, il y a un autre exemple de déflation prolongée, c'est celui du Japon. Et donc là, on peut voir ce qui s'est passé. Alors, quelqu'un comme moi qui a quand même quelques années derrière lui, on se souvient que lorsque les partis de gauche en France discutaient d'un programme commun, donc à l'époque c'était essentiellement le Parti socialiste et le Parti communiste, il y avait bien les radicaux de gauche, mais enfin, ça n'était pas très important, ils parlaient d'une croissance à la japonaise. Donc dans les années 70, le Japon était en quelque sorte l'exemple d'une économie qui connaissait des taux de croissance à 2 chiffres, c'est-à-dire à 10%. Et c'était ça apparemment que la gauche prenait comme modèle. Et de fait, pendant les années 70 et aussi les années 80, eh ben, les Japonais connaissent un taux de croissance de l'ordre de 10%, un peu plus, un peu moins, etc., ce qui paraît extraordinaire. Mais cette croissance s'accompagne de deux choses. D'une montée phénoménale des cours boursiers, donc la bourse de Tokyo, ça grimpe à n'en plus finir. On peut donner des chiffres précis, enfin, bon, peut-être vaut-il mieux ne pas vous abreuver de chiffres. Et d'autre part, curieusement déjà, une bulle immobilière. Tout le monde sait que le Japon, c'est un ensemble d'îles, et que sur ces îles, il y a une population très nombreuse, et donc il faut construire. Et on construit. Et alors se produit typiquement ce qu'on a pu observer aux États-Unis, mais aussi en Irlande, en Espagne, etc., une hausse phénoménale du prix de l'immobilier. Alors, cette bulle immobilière éclate en 1989. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que quand le prix des immeubles augmente, je dirais fortement et pendant une très longue période, c'est intéressant parce qu'on peut spéculer. On peut spéculer pourquoi? Bah, à la limite, vous faites un prêt pour acheter une maison, vous ne remboursez pas, c'est pas grave, votre maison aura peut-être grimpé de 50%, vous revendez la maison en question, vous payez votre prêt et vous refaites un autre prêt. C'est exactement ce qu'on a constaté avec le phénomène de subprime, donc les crédits de mauvaise qualité aux États-Unis, mais le Japon a expérimenté ça bien plus tôt, c'est-à-dire
dès la fin des années 80. Et donc, cette bulle immobilière éclate, ce qui veut dire qu'il y a forcément un certain nombre d'emprunteurs qui n'arrivent plus à rembourser. Idem pour ce qui concerne la bourse, ça fond de manière désespérée. Là aussi, je pourrais donner des chiffres, mais c'est peut-être pas tellement important de donner des chiffres. Mais enfin, quand on a une baisse du cours moyen des actions de 70% en une dizaine d'années, c'est proprement énorme. Ça veut dire qu'il y a 70% de la richesse, même si elle est virtuelle, qui s'envole en fumée. Et donc, à ce moment-là, la rupture se produit au début des années 90, au Japon. Bon, le Japon est évidemment un pays riche, hein. Il faut rappeler que c'était la deuxième économie au monde, directement après les États-Unis, l'Allemagne, etc. Et donc, le Japon connaît d'abord, début des années 90, une diminution de son taux de croissance. Taux de croissance, on ne va pas polémiquer sur la question, c'est simplement un pourcentage, c'est tout. Hein. Autre chose, et le contenu de la croissance, c'est autre chose. Mais enfin, donc, le Japon connaît au début des années 90 une diminution de son taux de croissance. C'est encore confortable, hein, 3-4%, aujourd'hui, certains rêveraient de faire autant. Mais enfin, par rapport aux 10%, c'est significatif. Et 92-93 se produit la première grande récession. Le produit national ne devient pas négatif, mais enfin, la croissance est véritablement très faible. Bon, on fait tout pour essayer d'en sortir. Et notamment, on augmente la dépense publique. Hein, aujourd'hui, la dette publique japonaise représente 240% du produit intérieur brut japonais. Hein, nous sommes à 100% d'Agir, donc ça donne une idée. Heureusement, elle est détenue à 90% par des résidents, autrement dit par des Japonais. Parce que si elle devait passer par les marchés financiers internationaux, vous imaginez bien que ça poserait quelques difficultés. Et donc, on dépense plus dans l'espoir de ranimer la demande. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ce qu'on constate, c'est qu'en définitive, la machine ne repart pas. Et le coup de grâce vient en 97-98 avec la crise des économies du sud-est asiatique, donc les dragons. Les banques japonaises sont extrêmement exposées. Pourquoi? Parce qu'elles ont prêté un peu partout dans tout le sud-est asiatique. Et évidemment, la récession les met en porte-à-faux. Et à la double crise immobilière et boursière se greffe une crise financière. C'est-à-dire que le système bancaire japonais est sur le point de faire faillite. Bon, il sera sauvé, comme on sauve toujours dans ces cas-là. Mais il n'empêche que, pour la première fois en 97-98, le Japon connaît sa première récession réelle. C'est-à-dire que le produit national diminue nettement. Bon. Et les choses se poursuivent de cette manière-là. Et ce qu'on constate, c'est que commence un processus de baisse des prix. Bon, ici, j'ai donné deux chiffres. Bon, 117 d'un côté, c'est en 1994, et 96,7 en 2013. C'est quoi ça? Ben, la hausse des prix ou la baisse des prix, on peut la mesurer, disons, de deux ou trois manières possibles. Il y a l'indice des prix à la consommation, on appelle l'index. Bon. Mais le problème avec l'index, c'est que ça ne concerne que les biens de consommation, par définition. Et donc, on peut utiliser un autre indicateur qui s'appelle l'indice des prix implicites du produit intérieur brut. Donc, c'est plus global parce que ça ne touche pas que les biens de consommation, mais l'ensemble des biens et services de manière générale. Et on constate qu'en 1994, cet indicateur est à 117. En 2013, il est à 96,7. Ce qui veut dire que, sur une période de temps appréciable, en 20 ans, le niveau des prix au Japon a perdu, il suffit de faire un petit calcul, environ 20%. Hein, nous sommes habitués à un taux d'inflation même faible, ça diminue. Et ça, typiquement, c'est ce qu'on appelle la déflation. Alors, ce qui est quelque part un peu remarquable dans cette histoire, c'est que ça dure. Hein, parce que je dis, ça a commencé en 1992, mais pas des chiffres antérieurs. Et maintenant, on est toujours dedans. Alors, qu'est-ce que ça implique? Ben, ça implique évidemment que, puisque les prix baissent, si vous attendez demain à ce que la baguette coûte,
je sais pas moi, je l'ai acheté aujourd'hui à 0,99. Bon, si demain vous savez qu'elle va coûter 0,9, c'est peut-être pas un bon exemple parce qu'on en a besoin continuellement, vous allez attendre. Donc en définitive, cette situation de déflation pèse sur la demande, spécialement sur la demande de consommation. Mais quand ça fonctionne de cette manière-là, il s'ensuit aussi que ça se répercute sur la demande d'investissement. Et évidemment, la chute des cours boursiers n'arrange pas les choses, parce que ça veut dire que le capital des banques, sa valeur diminue, leurs fonds propres aussi, et il en est de même pour toutes les entreprises. Et donc, malgré tous les efforts faits, et notamment le fait de dépenser au maximum, de s'endetter, rien n'y fait. Le Japon, en définitive, s'enfonce dans la déflation. Et ça fait 2 décennies que ça dure. Alors, bien évidemment, ceci a aussi ses effets sur le produit japonais. On est très loin, évidemment, des taux à 2 chiffres des années 70. On est à quelque chose qui est une quasi-stagnation. Bon, c'est-à-dire des périodes de toute petite croissance, suivies par des dépressions, des récessions, puis une légère reprise, et ainsi de suite. Ce qui fait que sur 20 ans, le produit japonais est un des produits nationaux qui a le moins progressé. Donc une espèce de stagnation. La preuve en est que la Chine est devenue la 2e économie au monde, directement après les États-Unis, en dépassant le Japon. Alors, ça c'est la situation qui prévaut au Japon. Cela dit, en 2013, il y a eu des tremblements de terre en 2011, le tsunami et compagnie. Bon, en 2013, ça commence quand même à inquiéter certains milieux, pour toutes sortes de raisons. Parce que, bon, où est-ce que ça va nous amener? Comment est-ce qu'il y a moyen de sortir de cette situation de stagnation économique et de déflation des prix? Et alors, c'est en décembre 2012, bon, un politicien libéral, Shinzo Abe, qui gagne les élections et qui devient Premier ministre. Et il avance un plan qui est basé sur 3 flèches, comme il dit. Bon, ça fait allusion à la mythologie japonaise, je ne connais rien là-dedans, mais enfin, on parle, disons, des 3 flèches de ce qui est devenu, par une contraction du nom du gars, Abe, et d'autre part d'économie, c'est devenu l'abénomie, en anglais l'abénomics, ou l'abénomique, c'est-à-dire ce qu'il propose, ces fameuses 3 flèches en question. Alors c'est quoi les 3 flèches? Bon, j'écarte d'abord la première flèche, ce sont les réformes structurelles. Quand Jean-Maurice Dehaus tout à l'heure a dit qu'il fallait se méfier des mots et compagnie, ben c'est entre réforme de structure, dont on a parlé le matin, et réforme structurelle, bon, vous direz la différence est mince, sauf que c'est exactement le contraire. La réforme structurelle, c'est ce qui est imposé, par exemple, par la Troïka en Grèce ou ailleurs, et c'est ce que recommandent tous les experts, tous les organismes internationaux du type OCDE, FMI et compagnie. Ça consiste en quoi? Politique de l'offre, politique de droite. C'est-à-dire qu'il faut libéraliser, il faut diminuer les dépenses publiques, il faut flexibiliser le marché du travail, comprenez syndicats et compagnie, c'est plus utile, laissons faire le marché, et ainsi de suite. Donc ce qu'on appelle les réformes structurelles, c'est réellement un ensemble de réformes qui sont typées idéologiquement parlant. Ça, c'est la première flèche, disons, d'Abe. C'est pas M. Abe, mais c'est tout simplement Shinzo Abe, le Premier ministre japonais. Bon, on va laisser ça de côté parce que de toute façon, ça joue à long terme. Mais enfin, c'est une composante importante de ce qu'on appelle l'Abenomics. Alors, deuxièmement, il y a immédiatement une tentative de relancer la demande. Bon, comme vous savez, maintenant, il faut à peu près 105 yens pour $1, donc c'est encore plus pour €1. Et donc, premier acte de Shinzo Abe, dès qu'il arrive comme Premier ministre, janvier 2013, il dit « on augmente la dépense publique ». Et donc, je creuse le déficit. Je creuse le déficit, et ils ont un plan de 128 milliards. À cette époque, la dette est déjà très très importante, c'est elle approche les 200%. Mais bon, c'est la première mesure, la deuxième flèche si l'on veut. Alors, troisième flèche,
c'est la Banque du Japon qui décide de mettre en place une politique dite d'assouplissement quantitatif. Autrement dit, et très clairement, on fait du déficit. C'est-à-dire que la Banque du Japon crée de la monnaie et la donne en quelque sorte aux unités économiques, essentiellement les entreprises, contre des titres. Des titres, ce qu'ils ont en portefeuille, et on diversifie, titres à court terme, pas seulement des titres gouvernementaux, mais aussi des titres d'entreprise, obligations d'entreprise, etc., etc. Et donc, avant la lettre, il commence ce type de politique. Bon, alors quelle est l'idée? L'idée, elle est assez simple. L'idée, elle est que, compte tenu du renouveau de la bourse, du fait que la croissance va reprendre, les profits vont augmenter. Qui dit profit plus important, dit aussi que les patrons pourront accorder des augmentations de salaire. Augmentation de salaire, ça veut dire demande de consommation plus forte. La demande de consommation va elle-même se répercuter sur la demande d'investissement. Et donc, la machine reprend, les profits vont à nouveau croître, et le cercle recommence. C'est le cercle vertueux. Alors, quand on regarde les résultats, 2013-2014, la Banque du Japon se fixant comme objectif d'arriver à un taux d'inflation de 2% pour fin 2014. Dans ce contexte-ci, on a ça. Bon, alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, incontestablement, la bourse a repris. Ça c'est clair. Quand on regarde les indices, le Nikkei ou le Topix, on constate qu'effectivement, en un peu moins de 2 ans, il y a une reprise de 45%, qui n'est pas propre au Japon, mais qui est assez générale. Vraiment, ça va s'inverser en tout cas l'année qui vient. Bon, ça c'est un premier élément. Donc, la bourse a accueilli très favorablement le programme de Shinzo Abe, qui est un programme de droite, mais enfin, il faut quand même sortir de la récession, et de la stagnation et de la déflation. Alors, si on observe l'évolution de l'indice des prix, le déflateur, en 2013, c'est plat. Il n'y a pas d'augmentation des prix. Bon, 2014, c'est un peu meilleur, mais apparemment, l'objectif de 2% d'inflation ne sera pas atteint. Pour ce qui concerne le produit national, malgré toutes les mesures prises, on constate qu'on fait un peu moins bien en 2013 qu'en 2012. 1,5 contre 1,4. Mais 1,4, ce n'est pas encore exceptionnel. Et quand on regarde 2014, qu'est-ce qu'on constate? Qu'au deuxième trimestre de 2012, le produit japonais, quand on l'annualise, trimestriel, donc pour le deuxième trimestre, ça nous donne une chute de 6,8% du PIB japonais. Alors on ne sait pas sur quoi ça va aboutir, mais de toute façon, ce qui est clair à partir de là, c'est qu'il y a probablement eu un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Alors qu'est-ce qui n'a pas marché? Dans le cercle vertueux que j'ai indiqué, c'est-à-dire profit supplémentaire, accroissement de salaire, eh bien on constate que les salaires réels, c'est en termes de hors baisse des prix, les salaires réels n'ont pas augmenté, mais ont diminué, ont continué à diminuer. Bon, on peut chercher une explication à cela, c'est probablement dû à la dualité du marché du travail là-bas, au Japon, où il y a des travailleurs réguliers à haut salaire, etc., et puis des travailleurs d'irréguliers, c'est l'expression qui est utilisée, qui sont moins bien payés, voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que ces travailleurs irréguliers représentent à peu près un tiers de l'ensemble de ceux qui travaillent, de la population active. Or, ce qu'on a constaté, c'est qu'un certain nombre de travailleurs, dès qu'ils partaient à la retraite, et le Japon connaît un problème de retraite, parce que c'est une population qui est très vieillie, ils sont très en avance de ce point de vue-là par rapport à nous, ils pourraient descendre en dessous des 100 millions, ils étaient à 130, quelque chose du genre, ils pourraient descendre en dessous des 100 millions dans une dizaine, une quinzaine d'années. Et donc, les patrons préféraient engager, si l'on veut, des travailleurs réguliers, moins bien payés, etc., ce qui fait que le salaire global réel a diminué. Mais évidemment, il n'y a pas eu d'effet sur la consommation, c'est le contraire.
Bon, pour le reste, les Japonais n'ont jamais réussi à régler non plus leurs problèmes de crise bancaire. Ça, je ne veux pas être trop long, donc je ne vais pas trop y insister. Alors, voilà, ce qu'on constate, c'est un pays qui s'est enfoncé à un moment donné dans la stagnation, dans la déflation, et jusqu'à présent, il n'a pas réussi à en sortir. Bon, ben, si l'on prend l'exemple, maintenant, je reviens à l'Europe, passer à la suite, si l'on prend l'exemple de l'Europe aujourd'hui, de la zone euro en particulier, bon, clairement, certains pays sont en déflation pure et simple. Bon, c'est le cas de la Grèce. La Grèce, c'est un cas absolument unique. Hein. On a connu une récession partout, souvent en Chine, en fait, je peux expliquer pourquoi aussi, partout en 2008-2009. Bon, les Grecs ne sont jamais sortis de la dépression de 2008-2009. Donc, ce qu'on constate, c'est que le produit grec a diminué de 20% depuis lors. Taux de chômage énorme, 27%, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi? Ben, parce qu'il a été mené une politique d'austérité censée régler le problème du déficit et de l'endettement public, mais qui n'a rien réglé du tout, malgré tout ce qui a été fait. Bon, les Grecs aujourd'hui sont à un taux d'endettement qui est de l'ordre de quasiment 200%. Malgré tout ce qui s'est passé, malgré le fait qu'il y ait eu 55 milliards qui ont été abattus, parce que les banques, dont Dexia d'ailleurs, ont participé à la restructuration de la dette grecque, mais ça c'est le résultat des politiques d'austérité. C'est le résultat, aujourd'hui tout le monde le reconnaît. Même au FMI, on dit oui, il faut quand même faire attention, il ne faut pas aller trop loin, etc. Un éditorialiste du Financial Times, qui est le journal, je dirais, financier par excellence, qui est lu par tous les managers, spécialistes et compagnie, un certain Martin Wolf, qui est un columniste, donc un chroniqueur, bon, c'est quelqu'un qui même pas de gauche, disons plutôt centre-droite, quelque chose du genre, vient de sortir un bouquin où il explique que franchement, il faut changer les choses. Ça va pas, ça va pas. Or, ici, dans l'Euroland, et c'est en ça que ça nous intéresse, bon, ben, il y a de l'eau qui a coulé sous les ponts depuis 2008-2009. Vous savez tous qu'il existait le PSC. Hein. Mais le PSC, c'était le pacte de stabilité et de croissance, au plan européen. Bon, avec les deux critères que vous connaissez, un endettement public qui ne doit pas être supérieur à 60% du PIB, et pour le reste, un déficit qui ne doit pas être supérieur à 3%. En principe, tout ça aurait dû être respecté par les pays qui ont constitué la zone euro, d'abord en 1999, puis en 2002, lorsque la monnaie, l'euro, a été mise en circulation. Personne ne respectait ces critères. L'Allemagne ne respectait pas, elle était au-dessus. La Grèce ne respectait pas, l'Italie ne respectait pas, la Belgique ne respectait pas. Voilà. Bon. Et donc, il y avait eu cette création d'un pacte de stabilité et de croissance. C'est une idée de Chirac, ça. Bon. On a concilié en quelque sorte les désirs allemands et les désirs français. Stabilité pour les Allemands, croissance pour les Français. Ben, c'était de la sémantique, la réalité elle est un peu différente. Et donc, 2008-2009, c'est la crise financière qui affecte chez nous tout spécialement Dexia. Dexia qui était devenu un monstre. Quelqu'un a parlé tout à l'heure du Crédit Communal et compagnie. Bon, Dexia, c'est la fusion entre le Crédit Communal de Belgique et le Crédit Local français, quelque chose du genre. Bon, qui ne recevaient pas de dépôt. Et puis alors, ils ont fait des aventures aux États-Unis. Ils étaient parmi ce qu'on appelle les rehausseurs de crédit, c'est-à-dire ceux qui permettaient d'obtenir une note supérieure. Bon, ben voilà, on a payé le prix. Le reste, c'est bien connu. Et si je me souviens bien, en 2011, Dexia a cessé d'exister puisqu'on a séparé France et Belgique. Bon, ça c'est la crise financière. Alors, pour ce qui concernait l'Europe, l'Euroland, bon, on a eu le TSCG. Le TSCG va bien au-delà. Déjà, le pacte de stabilité et de croissance, il avait été revu. Tout le monde sait que, par exemple, lorsque Di Rupo
est arrivé Premier ministre, ce sera probablement la seule fois où il le sera, l'impression en tout cas. Bon, lorsqu'il est arrivé comme Premier ministre, ben, il y avait un plan, un programme de surveillance en quelque sorte, mis en place par l'Europe. Bon, on est allé beaucoup plus loin, parce qu'avec le vote par le du TSCG, Traité sur la stabilité et la coordination, la stabilité et la coordination, en Europe, le pacte budgétaire, bon, il y avait deux choses fondamentalement, trois même. La première, c'est la fameuse règle d'or. Je dis tout à l'heure, 3% de déficit, pas plus. Maintenant, c'est ramené à 0,5. Avec le fait que c'est le déficit dit structurel. Alors ça, c'est très amusant, parce que personne ne sait ce que c'est le déficit structurel. C'est défini par la Commission européenne elle-même. Alors, il y a quelques économistes qui travaillent à ça, on connaît un peu le système. En gros, vous avez une technique qui consiste à décomposer, c'est-à-dire à sortir le cycle, voilà, pour ne conserver que ce qui est réellement important. Vous avez des modèles, etc., etc. Mais toujours est-il que personne ne sait ce que c'est ce déficit structurel. C'est quelque chose qu'on n'observe pas. Quand, si je ne peux pas payer à la fin du mois, ben voilà, il me manque 100 € pour terminer. Là, non. C'est une mesure purement statistique et réservée à un certain nombre d'initiés. Mais en attendant, il reste que c'est 0,5. Et la deuxième chose, c'est qu'en 20 ans, les pays qui ont un endettement supérieur à 60% doivent ramener cet endettement à 60%. La Belgique étant à 100%, faites un calcul rapide, bon, ça veut dire qu'en 20 ans, il faut réduire le déficit de 2%. Le produit belge dans de l'ordre de 350 milliards, un peu plus, ben, faites un calcul, ça fait 7 milliards chaque année pendant 20 ans. À un moment où la machine économique est, je dirais, enrayée. Bon, et le point le plus important, c'est qu'en inscrivant ces dispositions dans un certain nombre de législations nationales, bon, la règle d'or, qui n'est pas la règle d'or écologique, la règle verte comme on l'appelle, c'est toute autre chose, bien, c'est en quelque sorte contraignant. Et de toute façon, tous les pays ont accepté ce TSCG. Je crois qu'ici en Belgique, c'est la région wallonne qui a été la dernière à accepter, c'était en décembre 2013, si mes souvenirs sont bons. Il y en a peut-être qui s'en souviennent, Namur et compagnie. Voilà. Et donc, ça c'est la réalité. Ça veut dire qu'il y a un déficit, là, qui n'est pas public, mais qui est un déficit de démocratie flagrant. Pourquoi? Ben parce que précisément, il n'y a plus de souveraineté budgétaire aujourd'hui. Ce traité nous lie pieds et poings liés, à condition bien évidemment de l'accepter. Là, ça c'est clair. Bon, alors c'est dans ce cadre-là qu'il faut voir la formation du probable futur gouvernement. Mais je vais dire quand même quelques mots pour ce qui concerne la réforme de l'État. Alors comme vous le savez, cette réforme de l'État, et Jean-Maurice a bien expliqué le matin tout le contexte, etc., cette réforme a été signée après 541 jours de crise très exactement, puisqu'après les élections de 2010, c'est seulement en décembre, enfin novembre-décembre 2011 qu'un accord gouvernemental a pu être acquis. Bon, alors il y a beaucoup de choses dans cet accord. La première chose, c'est que, comme vous le savez, vous l'avez entendu, bon, on a réglé le problème de BHV. Bruxelles, Halle-Villefort, ça n'a rien à voir avec le BHV, le magasin français. Bon, passons là-dessus. Alors, fondamentalement, qu'est-ce que ça représente, cette réforme de l'État? C'est un transfert de compétences, essentiellement vers les régions. C'est une modification de la loi de financement. Et enfin, en troisième lieu, on régionalise, communautarise des matières qui ressortissent à la sécurité sociale, notamment les allocations familiales. Donc ça veut dire que c'est un pas assez considérable en avant. En avant vers quoi? Ça, c'est une autre histoire. Bon, alors cette loi nouvelle de financement, elle entre en vigueur en 2015. Donc ce n'est pas quelque chose qui nous a déjà affecté, c'est quelque chose qui va nous affecter dans quelques mois.
Alors, elle consiste en quoi? D'abord, il y a des compétences qui, elles, ont été transférées en juillet 2014. Parmi elles, les allocations familiales, des branches de sécurité sociale. Bon, au total, ça donne 18 milliards et demi. L'emploi, 4 milliards 2. Les soins de santé, 4 milliards 4. Les soins de santé, c'est aussi un coût de canif dans la sécurité sociale qui reste encore, je ne vais pas dire national, mais belge. Les allocations familiales, 6 milliards 6. C'est pas si peu que ça. Les dépenses fiscales, bon, ça c'est le logement, etc., 2 milliards 9. Pour les régions, c'est un montant équivalent à 25% du rendement de l'impôt sur les personnes physiques. En 2015, ce sera quasiment 12 milliards. Donc en gros, il restera 75% pour l'État fédéral, mais les régions auront la possibilité de lever ce qu'on appelle des centimes additionnels. Mais ce qui est important, vous voyez, on a transféré des compétences, mais on n'a pas transféré, si on veut, l'argent qui va avec, pour dire les choses simplement. Non, on a dit, on vous transfère les compétences, mais vous n'aurez que 90% des moyens correspondants. Autrement dit, bon, j'ai cité pour les allocations familiales, 6,6. Ah ben on ne va pas vous donner 6,6 milliards, 6,6 moins 10%. C'est-à-dire, si je compte bien, 660 millions en moins d'euros, bien sûr. Bon, ça c'est le grand principe. Ce qui veut dire que, nécessairement, à la politique d'austérité qui est mise en place au plan européen, vont s'ajouter ces restrictions, ces diminutions de 10% sur toutes les compétences transférées aux régions. Si on prend l'exemple des allocations familiales, qu'est-ce que vous allez faire? Bon, vous n'avez pas 36 possibilités. Soit vous allez les diminuer de 10%. Alors, ici, il y en a encore qui ont quelques enfants, je suis dans le cas, ça veut dire que les allocations familiales, c'est toi qui les touches. Hein, encore heureux. Donc, par conséquent, on va diminuer les allocations familiales de 10%. Bon, ce n'est pas si facile que ça à réaliser. Ça pose même plusieurs problèmes. Ou, ce qu'on peut faire, évidemment, c'est prendre de l'argent ailleurs pour continuer à payer la totalité des allocations familiales telles qu'elles sont aujourd'hui. Ça veut dire qu'ailleurs, on réduira non seulement des 10%, mais on réduira davantage pour pouvoir compenser au niveau des allocations familiales. Et donc, c'est le dilemme des gouvernements régionaux, essentiellement. Tous. Mais ça va se poser. Donc ça veut dire, c'est ça qui est important, qu'il y a une austérité spécifique qui est générée par cette réforme de l'État, en plus de toute la politique qui est menée, et qui va être menée, et qui est une politique de réduction des dépenses. Alors évidemment, dans cette réforme de l'État, il y a des perdants. La Wallonie est la plus pénalisée. 6% de ses recettes totales en moins. Après les calculs. Hein. Je tiens à faire une remarque, c'est que ces calculs se sont basés aussi sur un certain taux de croissance. Rien ne dit, c'est même pas du tout évident, que par exemple en 2015, nous serons dans une situation d'expansion. On peut très bien connaître à court terme une nouvelle récession. Ça foirait tous les calculs. La communauté française aussi, 2% de ses recettes. Vous direz 2%, c'est pas énorme. Ouais, sauf que on sait très bien que c'est une question de masse salariale et que c'est essentiellement l'enseignement qui est la principale compétence. Et tout le monde sait ce que nous pensons de la communauté française. La Flandre aussi ne gagne pas tellement dans cette histoire. Enfin, il le voulait. Et donc, oui, parce que même la Flandre va perdre 7 à 8% de ses recettes totales. Et donc, en quelque sorte, ce paquet a été bien ficelé, puisque, disons-nous, somme toute, a roulé à peu près tout le monde dans la farine. Bon, ça c'est la réalité. Et donc maintenant, j'en viens peut-être à ce qui est le plus important, c'est-à-dire à ce que nous voyons sous les yeux, ce que nous avons sous les yeux. Le résultat des élections, quel était-il? Je ne parle pas pour l'OMG, je parle d'une manière générale. Bon, manifestement, il y avait un gagnant,
un grand gagnant, c'était l'NVA. À tête 33%, elle progresse par rapport à ses 29% de 2010. Bon, c'est vrai qu'elle a pris des voix au Vlaams-Belang, bon, c'est ainsi, mais il reste que, malgré tout, c'est un grand gagnant en Flandre. En Wallonie, il faut reconnaître que les libéraux ont gagné. Et à Bruxelles, c'est plus partagé, le PS s'est plutôt bien comporté, les libéraux n'ont pas gagné, et ainsi de suite. Enfin, c'est ça la photographie. C'est un résultat assez étonnant, hein, parce que l'on constate ce qui s'est passé ailleurs, que ce soit au Portugal, en Espagne, en Grèce, en France, partout, les gouvernements qui ont appliqué une politique d'austérité ont été sanctionnés d'une manière ou d'une autre. Ici, bon, le gouvernement Di Rupo n'a pas spécialement été fortement sanctionné. Peut-être il a un petit peu gagné, si on prend les trois familles politiques au nord, en Flandre plus exactement, et d'autre part, bon, il y a eu un recul du PS, mais d'un autre côté, le MR a gagné, donc tout ça s'équilibre plus ou moins. Alors, à partir de là, très clairement, ce qu'on a assisté, c'est à ceci. Bon, il y a eu un front du côté flamand, la NVA ayant comme objectif de d'abord former un gouvernement en Flandre et puis de négocier avec les autres partis, wallons et bruxellois. Ce faisant, le PS a sorti ses cartes et il a fait ses alliances à la fois en Wallonie et à Bruxelles, avec le CDH, et à Bruxelles avec le FDF. Bon, et puis, surprise, mais ce n'est pas tellement une surprise, on va avoir très probablement un gouvernement donc composé de, je dirais, toute la droite flamande, à l'exception de l'extrême droite très extrême, hein, puisque les partis NVA, CDNV et Open VLD sont très largement majoritaires, hein, très très largement. Donc, je crois qu'on peut dire qu'ils doivent être de l'ordre de 65 à 70%. Hein, il reste le Parti socialiste et l'extrême droite, à peu près tout, et les Groenen. Donc au total, vraisemblablement, c'est en tout cas proche des 70%. Bon. Et de l'autre côté, le MR est seul à s'embarquer dans cette aventure. Et certains disent c'est une première, etc. Oui, c'est vrai que c'est une première, mais on verra ce que ça donnera. C'est-à-dire si c'est durable, s'il y aura des problèmes, si c'est reconvertible par la suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ce qui est clair en tout cas quand on examine le programme qui n'est pas encore connu. Jean-Maurice a eu raison de dire qu'en politique, quand il n'y a pas accord sur tout, il y a accord sur rien. On a vu qu'ils peuvent se disputer pour des questions de place également. Mais en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'on aura un gouvernement très à droite, et deux, un gouvernement qui sera dominé nettement par les droites flamandes, et spécialement par la NVA. Je crois que Jean-Brice, vous avez raison en disant que ce qui intéresse la NVA, c'est pas le poste de Premier ministre, ils sont déjà les maîtres en Flandre, ils ont là le poste de ministre-président. Ce qui les intéresse, c'est les ministères régaliens qui comptent, l'intérieur, probablement, peut-être l'économie, enfin on verra, mais bon, ça risque d'être le cas. Alors ce gouvernement est véritablement une nouveauté, pour cette raison-là, parce que je répète, c'est le gouvernement incontestablement le plus à droite qu'on ait jamais eu. On peut remonter très très haut dans le temps, même les gouvernements en majorité absolue catholiques à l'époque, parce qu'ils s'appelaient comme ça, entre 50 et 54, après le retour du roi, c'était pas aussi fort, aussi évident, aussi marqué. On parle de trouver 17 milliards, 17 milliards, ça n'est pas rien sur un certain nombre d'années, sur 5 ans, et donc tout ce qui est proposé, ce sont des mesures qui vont dans le même sens. La chasse aux chômeurs, la réduction des dépenses publiques, à la limite la privatisation de certaines entreprises, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Les pensions, les sauts d'index, il y a des ballons d'essai, mais on ne sait pas si on aura 1, 2, etc. Mais on a déjà fait des calculs, sous Martens Gol en 1980, il y a eu ce genre de choses, c'est extrêmement lourd. Alors, à partir de là, il faut s'attendre à ce que ce gouvernement suscite des réactions assez considérables dans la rue et un peu partout, pas seulement.
Et donc nous allons avoir une situation qui est, à mon sens, totalement inédite. Pour nous, au mouvement de gauche, bon, c'est important de savoir comment réagir, comment se comporter, parce que, vraisemblablement, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure lorsqu'on a parlé de la grève d'hiver 60-61, bon, il faudra graduer la riposte. Mais il est évident qu'il y aura des réactions extrêmement diversifiées, à mon avis, en Flandre, en Wallonie et à Bruxelles. Bon. Et donc, ce qui est important, c'est que dans ce cadre-là, OMG, nous ne sommes pas des gens qui travaillent en vase clos, n'emmenerons pas notre nombril à longueur de journée, nous savons très bien qu'il nous faut regrouper. Bon. Et ici, le regroupement se fera sur une double base. A, une opposition à toute politique d'austérité, non pas pour le plaisir, mais parce que ça a montré non seulement son inefficacité, mais le fait que ça appauvrit tout un chacun, parce que derrière les chiffres, il y a des hommes et des femmes, et que parfois pour ces hommes et ces femmes, c'est dramatique. Ce n'est pas pour rien qu'on observe un accroissement des taux de suicide, par exemple en Grèce et dans quelques pays, qui ont porté à leur extrême ces politiques d'austérité. Ça, c'est une chose. Et deuxièmement, ben, il ne faut plus être dupe. Je veux dire que, inévitablement, la question, le problème national, il est posé. Il est posé parce que nous allons avoir un gouvernement qui sera très à droite, bien sûr, mais un gouvernement très flamand également. Et la NVA ne fait pas mystère du fait qu'elle veut aboutir à une espèce de confédération. Oui, je m'aperçois que je suis peut-être très long. Une espèce de confédéralisme. On ne discute pas sur les termes, c'est le fond qui compte. Mais donc, ça me semble essentiel, un, de réfléchir à ce qu'on propose, quelle solution, et deux, à partir de là, de mettre en œuvre le regroupement maximal. Si évidemment nous adressons à d'autres en disant « nous sommes écosocialistes, vous devez être écosocialistes sinon on ne discute pas », on n'ira pas très très loin. Mais je répète, les deux axes essentiels seront un, l'opposition à la politique d'austérité, et deuxièmement, l'opposition à la mainmise du Parti flamand, et spécialement de la NVA, sur l'État belge. Bon, ça c'est important. Pour le reste, je vais maintenant en rester là. Je crois que j'ai soulevé beaucoup de problèmes, et que, à partir de là, j'espère qu'on va pouvoir entamer un débat qui aille en profondeur. Merci.